Autre arrêt majeur de l'information sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue donc à cette autre sortie de votre programme dominical 7 jours en kiosque sur la télévision panafricaine. Et bien, vous le savez, au travers de ce programme, naturellement, nous jetons un regard beaucoup plus cru, beaucoup plus profond sur les unes, mais alors les meilleurs ayant défrayé la chronique tout au long de cette semaine. Et bien, ce soir encore, messieurs, nous allons faire un autre focus sur la presse africaine avec naturellement le concours des différents journalistes et même directeurs de publication dissimulés à travers le continent africain. Bien sûr, ce plateau central également serait accompagné d'un journaliste, d'un directeur de publication, pas des moindres, et bien, qui me fait l'honneur de passer par ici ce soir, avec qui nous allons d'ailleurs tout au long de cette émission et bien, décrypter l'actualité dont elle est traitée par la presse africaine ce soir. Et bien, Franck Momouz est directeur de publication pour le magazine Afrique Business, et bien pour lequel d'ailleurs le 22e numéro, si je ne m'abuse, est d'ailleurs dans les kiosques. Ça sera quasiment demain. Vous allez confirmer l'information qui revient et qui retrace naturellement les enjeux de la création de cette zone de libre-échange il y a quelques semaines cela du côté du Rwanda. En tout cas, vous essayez à votre manière de vouloir présenter les atouts et même les faiblesses de la création de cette zone de libre-échange. Bonjour en tout cas et bienvenue dans cette autre édition de 7 jours en kiosque. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Vous savez, l'information, c'est un récit circonstanciel des faits et un intérêt humain. Malgré mes multiples préoccupations, je me bats et j'ai fait tout pour être toujours présent dans cette grande tribune pour essayer d'apporter ma modeste contribution pour éclairer la lanterne africaine sur les faits divers de l'actualité. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le libre-échange, il faut faire très attention, ça a beaucoup d'avantages, ça a beaucoup d'inconvénients. Vous savez, l'Afrique, à travers l'Union africaine, a du mal à pouvoir mettre sur pied des stratégies de convergence pour pouvoir démontrer à juste titre que nous avons une profonde volonté ferme pour pouvoir démontrer à l'extérieur que les Africains sont capables de faire changer les choses. Mais lorsqu'on regarde mécaniquement comment fonctionne le système africain, on a un peu l'impression que nos leaders parfois font le ping-pong lorsqu'il s'agit d'initiatives permettant à ce que l'Afrique puisse avoir un même son de cloche. Il y a des traîtres qui sont toujours là pour créer, je veux dire, des divergences. Or, lorsqu'on est dans ce genre de posture, il est difficile d'établir un leadership africain. Par rapport à la situation qui s'est passée à Kigali, où le président du Rwanda, Paul Kagame, à qui j'ai beaucoup de respect, a essayé d'initier un concept pour que l'Afrique puisse faire du commerce à travers à travers le continent. Il est question de démontrer aux yeux du monde que l'Afrique, c'est 16% de part de marché sur le plan africain et moins de 10% sur le plan extérieur. Donc, s'il faut faire ce qu'on appelle la libre-échange, il va falloir que nous puissions être sérieux, que nous puissions mettre sur pied un système managérial qui permet à ce que nos pays puissent être dans une stratégie de convergence, que le système sécuritaire puisse être approprié, que le système judiciaire également puisse être efficace pour que cette situation de libre-échange puisse avoir un effet assez remarquable. Or, lorsqu'on remonte un peu l'analyse, vous vous rendez compte qu'à l'extérieur, à l'Union européenne, ils ont mis sur pied des stratégies capables à ce que tous ces pays puissent avoir une même vision. Donc, la libre-échange, c'est quelque chose qu'il faut apprécier, mais il va encore faudra que les Africains puissent être dans une dynamique qui voudrait que objectivement que tout le monde puisse converger. Or, lorsqu'on regarde la position du Nigeria qui a un peu pris du recul, on a un peu comme l'impression que naturellement, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que l'Afrique puisse avoir ce qu'on appelle une vision convergente pour garantir la compétitivité internationale. D'accord. En tout cas, vous confirmez tout simplement que le journal est donc en kiosque pour demain. Il sera d'ailleurs dissimulé à travers bon nombre de pays africains, au rang desquels le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres, à travers d'ailleurs vos partenariats. En tout cas, vous êtes très serré, mais vous trouvez toujours du temps pour nous accompagner. C'est d'ailleurs un plaisir. Eh bien, monsieur, assez parlé. On va donc partir trouver Monsieur Zhang qui nous attend donc du côté du Gabon, directeur de publication donc pour le journal, le magazine, autant pour moi Forever Magazine qui nous attend depuis quelques heures, hein, il faut dire depuis donc le Gabon voisin donc, et bien avec qui on va s'attarder sur l'actualité du côté du côté donc du Gabon, mais avant d'ailleurs d'y arriver, on va le temps peut-être pour la technique de nous permettre naturellement d'avoir le signal du côté donc, du Gabon. Alors Franklin Momo, on va peut-être sortir avec votre UNU, on rappelle, qui va naturellement revenir sur ces grandes lignes de la création de cette zone de libre-échange. Qu'est-ce que le téléspectateur, alors, vos lecteurs trouveront dans les colonnes du journal? Vous confirmez d'abord qu'il sera en kiosque dès demain matin? Oui, ce que nous avons essayé
d'expliquer dans cette thématique, c'est qu'il faut que les Africains puissent être un peu sérieux, parce que la croissance qui appauvrit fait à ce que nous puissions être dans une logique du genre où l'Africain est l'expression d'un complexe à outrance qui voudrait simplement que tout ce que nous faisons soit un peu ridicule par rapport à ce que nous vivons au quotidien. Tout ce qui est fabriqué à l'extérieur, c'est ça que les Africains aiment. Donc je pense que pour sortir de ce problème, il va falloir que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas être leader en Afrique ou avoir un continent plus fort sur le plan extérieur si à jamais nous n'arrivons pas à consommer Made in Africa. Quand on regarde comment fonctionnent les sociétés africaines, tout ce que nous faisons, c'est extérieur, on consomme extérieur, on mange extérieur, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, on arrive à une montée exponentielle, même des grands magasins qui viennent de l'Occident en train d'occuper l'espace commercial africain. Cela suppose naturellement que nous sommes dans une dépendance extrême de l'économie extérieure. Dans cette logique, est-ce qu'il sera difficile, est-ce qu'il sera évident pour nous d'être un continent fort? C'est pour ça que je dis que cette stratégie que le président Paul Kagame a mise en place à travers l'Union africaine voudrait simplement que nous puissions inviter nos leaders africains à comprendre qu'en consommant les produits Made en Africa, on peut garantir ce qu'on appelle en économie l'accumulation des capitaux, permettant à ce que nous puissions mettre en évidence la diversification de l'économie. Mais lorsqu'on consomme ce qui vient de l'extérieur, ça garantit la fuite des capitaux parce que ça va fabriquer, inventer, mettre sur pied les moyens pour que ces gens puissent avoir beaucoup plus de stratégies pour avoir la prééminence sur nous, parce que tout ce que nous faisons dépend d'eux. Donc, à travers la libre-échange, il est question pour nous d'éviter de consommer ce qui vient de l'extérieur, de produire de consommer ce que nous avons, pour permettre à ce que nous puissions être compétitifs à l'échelle internationale. Donc, Afri Business Magazine a essayé de démontrer à suffisance que si l'Afrique n'arrive pas à consommer Made in Africa, il sera impensable d'imaginer sur l'instant les maisons africaines. D'accord, c'est bien compris. On me fait signe donc qu'il est avec nous depuis le Gabon. En tout cas, c'est un plaisir de l'avoir ce soir après plusieurs tentatives. Finalement, on y est. Alors, David, bonsoir. Vous êtes depuis le Gabon, du côté de l'Afrique centrale. En tout cas, bienvenue pour votre première participation dans le cadre de cette édition 7 jours en kiosque. Monsieur Fabrice, bonsoir. Permettez-moi de saluer votre panel composé de brillants confrères et naturellement d'adresser un bonsoir spécial à vos milliers de téléspectateurs. D'accord. David, la première, eh bien, pour planter naturellement des décor, on va s'intéresser un tout petit peu à la culture. Il faut dire tout simplement que du côté du Gabon, ça a été plus ou moins une semaine assez douloureuse pour la scène musicale, donc la culture gabonaise. Avec donc Gabo Echo qui nous annonçait ce décès de celui qu'on appelait du côté de la Côte d'Ivoire, M. Mac Joss. Le journal titrait donc à sa une cette semaine, commandement supplémentaire avec donc Gabon Echo, Mac Joss et l'idée de la mort. Avec vous donc, monsieur David Zhang Mengue, le Gabon vient donc de perdre un des tauliers de sa musique. Peut-on en savoir davantage sur ce décès? En effet, comme vous venez de l'annoncer, la nouvelle est tombée comme un couperet mercredi 28 avril dernier. Jean-Christian Bumba Makaya, alias Mac Joss, âgé de 72 ans, s'est éteint au centre hospitalier universitaire de Libreville. Certes, on le savait malade, mais personne ne pouvait imaginer en seul instant que la maladie allait déraciner le baobab de la musique gabonaise. Auteur de plusieurs tubes à succès, dont Les Grands Guides, composé en 1967, si j'ai bonne mémoire, Le Boucher, composé en 1966, entre autres, Feu Mac Joss aura été un artiste engagé politiquement et culturellement. Un artiste qui a toujours épousé la cause des marginalisés et autres damnés de la société gabonaise. Il fut un artiste qui s'est toujours battu pour le respect des œuvres de l'esprit et pour que les acteurs culturels gabonais puissent vivre de manière décente du produit de leur génie créateur. C'est fort de cet engagement qu'Alain-Claude Bilibinze, le ministre d'État, ministre de la Culture, avait honoré ces géants de la musique gabonaise à la faveur de la première distribution des chèques de droits d'auteur aux artistes gabonais en mars dernier. Au cours de cette première distribution des chèques de droits d'auteur aux artistes gabonais, le patron de la culture au Gabon avait annoncé que Mac Joss serait le prochain artiste à recevoir un hommage à la suite de Pierre Claver Nzanebon et de Pierre Claver Akendengue. Malheureusement, l'on propose, mais Dieu dispose, dit-on très souvent.
Je dispose donc, on va tout simplement souhaiter à votre suite, David, que la terre de nos ancêtres lui soit tout simplement légère. Mais on va rester du côté du Gabon pour vous libérer naturellement afin que vous puissiez vaquer à vos occupations. On sait que vous êtes très affairé. Eh bien, on va s'intéresser à un autre dossier, David, si vous me le permettez. Eh bien, toute la presse gabonaise en a parlé tout au long de cette semaine. Eh bien, c'était donc cette arrivée de M. Bongo du côté de Franceville, donc Ali Bongo à Franceville, comme dans un air de campagne. En tout cas, c'est ce que nous renseigne dans un air de campagne électorale. C'est ce que nous renseigne la une de Gabon Actualité, donc, qui est naturellement disponible. Et les gens nous fait d'ailleurs savoir que le chef de l'État gabonais est arrivé vendredi à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, son fief politique où il a d'ailleurs où il a procédé. C'était hier samedi au lancement officiel du fonds d'initiative départementale au président. Et bien à moi donc de savoir, le président gabonais Ali Bongo, qui était donc, c'était le 21 avril dernier dans la province d'Ogooué, au fin de poser des actes d'envergure au rang desquels le processus de décentralisation lancé ou alors implémenté par le président gabonais. Qu'en est-il exactement dans ce dossier, David Mengue? En effet, Ali Bongo Ndimba, le président gabonais, est arrivé le 20 avril dernier à Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, où il a lancé officiellement le fonds d'initiative départementale. Il convient de rappeler que c'est lors de son adresse à la nation, le 31 décembre 2017, qu'Ali Bongo Ndimba avait annoncé d'importantes mesures à forte tonalité sociale, parmi lesquelles la mise en place du fonds d'initiative départementale, une manière pour lui d'ouvrir le chemin de la décentralisation par le canal d'un développement réel et structurant des départements de l'ensemble du pays. Ce fonds d'initiative départementale a fait, comme vous le savez, l'objet d'un focus dans notre dernier numéro. Ce fut en effet pour nous l'occasion de rappeler aux uns et aux autres que la loi 15/96 pose tout simplement les jalons de la décentralisation. En d'autres termes, l'idéal serait de vivre l'effectivité de la décentralisation, car elle permettrait aux collectivités locales d'avoir une grande marge de manœuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, car il est évident que l'État ne peut plus tout faire. Il faut, c'est un impératif catégorique, que l'État libère les moyens aux collectivités locales, parce qu'elles sont plus proches des populations et donc à même de mieux comprendre leurs problèmes et de les résoudre. L'État gabonais a tellement de problèmes à résoudre qu'il lui est difficile de s'occuper de tout le monde au même moment. C'est d'ailleurs cette vérité managériale qui a justifié la création des collectivités locales. De ce fait, l'État doit mettre les moyens pour soulager en tant soit peu ces populations. L'État ne devrait pas avoir peur d'accélérer la décentralisation, vu que tous les mécanismes de contrôle financier existent de façon à punir tous les élus locaux qui s'amuseraient à distraire l'argent du contribuable. Avec le lancement à Franceville du fonds d'initiative départementale, il est clair qu'Ali Bongo, le président gabonais, vient de passer de la parole aux actes, en impulsant une dynamique nouvelle à la décentralisation via cette manne financière, soit 1 milliard de francs CFA par département sur les canaux du département que compte le Gabon. Toutefois, vu que les élections législatives se profilent à l'horizon, que la crise économique fragilise le tissu économique national, le lancement officiel du fonds d'initiative départementale par Ali Bongo Ndimba en personne est interprété par ses adversaires politiques comme un acte de pré-campagne en soutien au Parti démocratique gabonais au pouvoir, parti qui détient la quasi-totalité des élus départementaux et municipaux, appelés à jouer un rôle majeur sous le contrôle rigoureux des gouverneurs de province en ce qui concerne l'utilisation de cette manne financière pour le développement structurant de leurs localités respectives. D'accord. Tout est donc dit dans ce récit de David. Alors, je me retournais avant peut-être de repartir du côté de la technique du standard pour avoir une fois de plus David. Franck Lebomo, alors, monsieur Ali Bongo Ndimba veut naturellement passer de la parole aux actes en voulant permettre naturellement aux collectivités locales de se prendre naturellement en charge. On le sait, dans un pays assez voisin qui est le Cameroun, ça fait naturellement débat depuis plusieurs années, le processus de décentralisation. Alors, M. Ali Bongo Ndimba se lance dans un chantier assez compliqué tout de même, qu'il va falloir naturellement saluer. Oui.
Je voulais juste dire qu'au XXIe siècle, on ne peut plus faire l'économie de la mise en place d'un système décentralisé où le pouvoir se rapproche des gouvernés. Parce que naturellement, on s'est rendu compte que le système tel que mis en place par les Africains est un système beaucoup plus centralisé et ça ne permet pas que la population puisse avoir tout ce qu'elle a besoin. Donc, Ali Bongo, connaissant bien le Gabon, puisque j'y étais, je connais bien OIM, je connais bien Franceville, je connais... en fait, Ali Bongo est... Je dis souvent sur ce plateau, parce que ça mon schéma de pensée, il a démystifié la fonction présidentielle. Lorsque ce monsieur était mis à la défense, tout le monde sait les réformes qu'il a entreprises dans ce ministère. Aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Ali a compris qu'il est question pour lui de mettre tout en œuvre pour rapprocher son système de management auprès du public gabonais en vue d'asseoir l'hégémonie du pouvoir dont il fait l'objet, en faisant à ce que le peuple se rende compte que le pouvoir appartient à ce même peuple. C'est ce que nous interpellons tous les dirigeants africains. Aujourd'hui, on va tout dire, il est en période de pré-campagne. Mais à mon humble avis, je pense qu'Ali est dans son rôle de pouvoir mettre tout en œuvre pour satisfaire l'intérêt des Gabonais. Moi, en tant que journaliste, sur ce plateau d'Afrique Média, qui est une tribune africaine et mondiale, je ferai de tous mes efforts pour démontrer à suffisance que tant que nos dirigeants feront des efforts pour soutenir ou garantir le bien-être des peuples, Afrique Média, à travers tout le panel que nous représentons, on ferait tout pour les accompagner. Mais quand ça sera le contraire, cette même chaîne dira non à tous ces dirigeants qui travaillent à l'encontre du peuple. Donc c'est une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut apprécier et qu'il faut inviter nos dirigeants africains à comprendre qu'au XXIe siècle, la gouvernance n'appartient pas aux dirigeants, mais ça appartient au peuple. Lorsque le peuple est satisfait de ce que vous faites, vous pouvez mettre l'homme au pouvoir comme vous le souhaitez, parce que ce peuple sera servi, il sera satisfait, il sera content, parce qu'il y a l'école, il y a l'éducation, il y a tout. Donc je pense qu'Ali est dans une logique qui voudrait qu'il mette sur pied un système pour garantir la prospective au Gabon. Et comment comprendre dans cette fois-ci l'opposition gabonaise qui croit naturellement que M. Ali Bongo Ondimba est tout simplement en version campagne, même si cela n'est écrit, cela n'est interdit nulle part dans un code électoral, encore moins dans une constitution. Toujours est-il que tous les coups sont permis. Mais comment comprendre naturellement cette position de l'opposition gabonaise qui pense tout simplement que M. Ali Bongo Ondimba est dans une projection pré-campagne? Je pense que s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas de contradiction, l'opposition ne peut pas exister ou ne saurait exister. Nos dirigeants doivent savoir que la force de l'opposition s'appuie sur le désintérêt du peuple en fonction d'une dynamique qui fasse que ce peuple puisse être distancié de tout ce qu'ils ont comme droit, comme avantage sociétal. Donc naturellement, j'invite nos dirigeants africains à comprendre que s'ils mettent sur pied toutes les stratégies qui garantissent le bien-être de la population, cette opposition sera dans une posture indélicate, incapable de pouvoir faire la différence. Mais je ne dis pas tantôt qu'il ne faut pas croire que dans un système, il ne faut pas souhaiter le contradictoire. C'est bien qu'il puisse avoir une opposition. Mais le point de fond, c'est quoi? L'opposition s'appuie sur le fait que le peuple manifeste contre quelque chose de simple, la distanciation du pouvoir par rapport au gouvernement. Donc si déjà nous avons des systèmes politiques forts qui travaillent pour une économie prospective, qui améliorent les conditions des populations, cette opposition n'aura pas de valeur parce qu'elle sera que là avec ses yeux pour pleurer. Nous voulons des leaders forts, capables de tout faire pour que l'intérêt du peuple soit au centre des préoccupations. On va donc rentrer donc du côté du standard Wilfried Tsabda qui est au four moulin et qui nous permettra naturellement d'avoir cette autre de permettre naturellement d'avoir d'avis sur cette autre question, sinon la dernière naturellement, qui nous permettra de comprendre un tout petit peu comment fonctionnent les fédérations africaines de football, au rang desquelles la fédération gabonaise de football, la FEGAFoot, eh bien, ça sera donc tout à l'heure au téléphone. Eh bien, l'information nous est relayée quasiment ce soir avec le journal d'un Gabon Review qui titrait quasiment à sa une cette semaine présidence de la FEGAFoot, Pierre-Alain Mukengi, réélu pour 4 ans. C'est la une que nous renvoie. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran avec la réalisation Gabon Review qui est naturellement en ligne? Eh bien, je viens de faire savoir que Pierre-Alain Mukengi a donc été élu au second tour de l'élection à la présidence du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de football avec 22 voix contre 13 pour son adversaire Jérôme Nzolo. Eh bien, il faut le dire, Pierre-Alain Mukengi, c'était lui qui était toujours à ce poste de la Fédération gabonaise de football. Il est donc désormais question, si on peut lire à travers les lignes désormais, pour ces derniers de pouvoir relancer la politique sportive du côté du Gabon. Mais peut-être avant de revenir à vous, Franck, on aura l'œil
pas peut-être de l'expert, mais celui qui vit beaucoup plus la chose du côté du Gabon. C'est donc M. David Mengue qui est en ligne. Eh bien, David, au terme donc de cette élection qualifiée d'épique, on connaît désormais le nom du successeur du président de la Fédération gabonaise de football. Quels seraient, selon vous, les chantiers majeurs qui attendent finalement le nouveau président fédéral du football du côté du Gabon? Est-ce que David est déjà en ligne avec nous? Donc, depuis le Gabon, on va tenter avec de connaître. D'abord, David, ok, David, vous êtes là? Allez-y, David. David, au terme donc d'une élection qu'on pourrait qualifier d'assez tendue, d'assez épique du côté de Gabon, on connaît désormais le nom du successeur du président sortant de la Fédération gabonaise de football. Quels seraient selon vous les chantiers sur lesquels ce dernier doit s'appuyer pour ces 4 années qui lui restent à la tête donc, de cette Fédération gabonaise de football? Écoutez, dans le cadre de l'élection du président de la FEGAFOOT, l'élection qui a eu lieu le 21 avril dernier à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, au centre du Gabon, ils étaient 5 candidats, à savoir Jérôme Efonzolo, Bosco Alabafal, Blanchard Patenandoum, Placide Xavier Bourdette et Pierre-Alain Mungegi, président sortant, pour un seul fauteuil, si vous voulez. Au finish, l'Assemblée élective a élu Pierre-Alain Mungegi, le président sortant, dont le bilan financier et moral avait déjà bénéficié d'un blanc-seing. Plus aucun suspense, comme vous pouvez donc le voir, mon cher confrère. Pierre-Alain Mungegi va donc devoir terminer les chantiers qu'il a engagés. Toutefois, au dire des férus du football gabonais, Pierre-Alain Mungegi n'aura pas d'état de grâce. Et pour cause, il sait parfaitement que la maison FEGAFOOT dont il a la charge est laminée par de graves tensions consécutives à des manquements et à la situation de paralysie du football national, tant au plan fonctionnel qu'organisationnel. À titre de rappel, depuis 2014 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le football gabonais est dans un état comateux avancé au regard des piètres prestations des équipes nationales, toutes catégories confondues. Les résultats engrangés ces derniers temps en témoignent. L'équipe nationale A occupe la 95e place au classement FIFA, une place peu reluisante. L'échec de l'équipe nationale des moins de 17 ans à la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée pourtant à la maison aurait augmenté le courroux des amateurs du ballon rond sur le plan national. À cela s'ajouterait l'amateurisme dans le suivi de certains dossiers importants inhérents au football. Une attitude qui n'est pas sans nous rappeler le calvaire vécu par notre équipe nationale des moins de 17 ans à la Coupe d'Afrique, à la Coupe de l'UNIFAC, voilà, au Cameroun, et l'absence des équipes nationales gabonaises sur la scène africaine, telles que les Panthères A' et la sélection nationale féminine. Au niveau de l'arbitrage, jadis une fierté sur la scène mondiale, curieusement, le corps arbitral gabonais ne voit aucun de ses arbitres sur la liste rendue publique par la FIFA pour le mondial de juin prochain en Russie. Ancien arbitre international, Pierre-Alain Mungegi n'est donc pas en terrain étranger. Il lui revient donc de trouver une véritable prophylaxie par rapport justement à la montée, par rapport au problème de l'arbitrage au Gabon. Un autre aspect, et non des moindres, oui, et non des moindres, on peut parler effectivement du choix des différents entraîneurs. Voilà, leur durée, en ce qui concerne la durée de leur contrat, et ainsi que certaines pesanteurs quant à leur recrutement. Si l'équipe nationale A reste la chasse gardée des sorciers blancs au coaching approximatif, l'équipe A' junior, cadette, voire féminine, semble souffrir d'une légèreté dans le choix des entraîneurs locaux, alors qu'il existe bel et bien un vivier d'entraîneurs locaux bien formés. Que dire de la question du financement du football, élément crucial du développement de ce sport au Gabon,
Pierre-Alain Mungengui devrait s'attaquer à la sempiternelle dépendance du football gabonais vis-à-vis de la subvention de l'État. Lorsqu'on sait qu'en ce moment, l'État gabonais connaît une véritable rétention sur le plan financier suite à la crise économique qui secoue le pays en ce moment. Avant l'élection du 21 avril dernier, Pierre-Alain Mungengui avait vu son bilan financier et moral validé lors de l'Assemblée générale de la FEGAFOOT, occasion pour ses soutiens de fustiger l'émission des politiques dans le management de la FEGAFOOT. Émission des politiques qui, selon eux, serait en réalité l'élément perturbateur du sport roi gabonais. Il appartient donc, comme vous l'imaginez, au président de la FEGAFOOT d'éviter tout concubinage incestueux entre l'association sportive apolitique dont il a la charge avec les hommes politiques. En somme, la mission de l'ancien nouveau président, si on peut l'appeler, si on peut s'exprimer ainsi, s'avère ardue, mais pas impossible. Il est donc appelé à innover dans le management, équation sine qua non, pour redorer le blason du football gabonais. On verra cela au clair d'ici très peu d'années si David, si le nouveau, ou bien l'ancien nouveau président donc, de la FEGAFOOT est tout simplement le messie pour relancer donc la politique sportive donc, du côté du Gabon. Eh bien, on suivra naturellement cette actualité avec vous, David. Merci en tout cas d'être passé sur cette autre antenne dans cette autre édition de 7 jours en kiosque. Merci et on retrouvera très bientôt pour une autre édition. On va avec vous, Franklin, aborder une autre question. C'est donc avec le journal Corbeau News qui était naturellement disponible cette semaine. Et bien la grande interrogation qui jaillissait en tout cas de ce journal était donc la question désormais de cette guerre froide entre la France et la Russie. Et bien le journal titrait donc cette semaine Centrafrique donc avec Corbeau News, guerre froide franco-russe. C'était donc là la grande interrogation retenue par le journal. Vous voyez d'ailleurs cette grande interrogation à la une. Le journal fait savoir que depuis que les armes et les soldats russes ont finalement débarqué en Centrafrique à la demande de ce président Lafontaine Akache Touadéra, eh bien rien ne va plus entre la France et son ex-colonie. Le président français Emmanuel Macron boude son homologue centrafricain. Un air finalement de guerre froide, nous dit le journal, flotte sur la Centrafrique, France et Russie. C'est pire, en tout cas pendant ce temps, le pays est plongé quasiment dans un chaos sanglant. Comment comprendre naturellement cette actualité, Franklin Momo, et surtout cette volonté du Quai d'Orsay de vouloir désormais faire un tout petit peu pression sur le gouvernement de M. Faustin Archange Touadéra, lui qui a naturellement sollicité en tant que gouvernement ou alors État indépendant l'apport du Kremlin dans le cadre de la lutte naturellement contre les groupes armés qui sèment quasiment le chaos dans ce pays-là. Vous savez, M. Fabrice, le leadership de la Chine fait des problèmes assez remarquables entre les grandes puissances. Aujourd'hui, la France s'est rendue compte qu'elle est en train de perdre le continent africain parce que la prééminence chinoise sur le plan économique, sur le plan géostratégique fait peur. Et la Russie étant controversée, étant contextée également par rapport à sa politique vis-à-vis de la Russie, est un peu désavouée par rapport aux grandes puissances. Et cette Russie veut maintenant préempter ou bien damer le pion à cette France qui a une posture beaucoup plus de réduire ou de restreindre l'image de l'Afrique en torpillant toutes ses ressources. Donc, la Russie avance d'un pas en démontrant naturellement qu'elle veut un peu jouer le rôle de la Chine. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, cette guerre s'installe au niveau diplomatique. Donc la leçon que je voulais juste, pas une leçon, parce que ça fait maison, non pas des leçons, c'est juste des contributions. On est des spectateurs qui sont assez outillés, assez intelligents pour nous écouter. Donc nous apprenons notre modeste contribution. Donc il est question naturellement pour la Russie de pouvoir s'imposer en Afrique pour pouvoir agrandir son image sur le plan international, sachant qu'elle est contestée sur le plan occidental. Et tout se passe aux Nations Unies où on constate comment cette Russie est un peu désavouée par rapport à sa politique vis-à-vis de la Russie. Donc la géopolitique mondiale ne fonctionne pas sur un jeu pas sur le mouchoir, mais c'est sur les calculettes. Donc tout ce que nous pouvons dire aux Africains, c'est que quand les leaders se bagarrent, les tout petits doivent trouver des positions qui garantissent leur intérêt. Quelle est donc la position que l'Afrique doit prendre quand ces grandes puissances se querellent pour garantir le contrôle de l'espace africain? Comment faire pour que cette république, la République centrafricaine, puisse être une république assez dynamique parce qu'elle a
elle dispose de matières premières capables de faire changer les choses. Comment faire ce que ce pays puisse être distancié de toutes ces crises qui l'empêchent de se développer? Et toutes ces crises sont encouragées par ces grandes puissances. La Russie a essayé, à travers la puissance militaire, si vous savez, c'est l'une des grandes puissances militaires au monde entier, elle a essayé d'apporter son expertise pour pouvoir aider ce pays à pouvoir juguler la montée exponentielle de tous ces brigands qui l'empêchent de pouvoir garantir la paix. Et c'est mal perçu par la France. Donc, à mon humble avis, je veux juste dire aux peuples africains de savoir qu'il faut que nous puissions établir les règles et les principes qui garantissent l'intérêt du bien-être du peuple africain. L'Afrique n'est plus la chasse gardée des grandes puissances, mais l'Afrique doit être un partenaire dans le sens de pouvoir garantir l'équilibre géostratégique pour que le partage des intérêts issus de gisement de matières premières soit repartis de manière équitable. Que ces gens ne viennent pas toujours nous faire croire que nous sommes des sous-hommes. Et je voulais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les peuples africains, de manière générale, et Afrique centrale, de tout mettre en œuvre pour soutenir la puissance africaine. Car c'est un pays plus grand que la France, qui regorge de matières premières assez énormes, qui est capable de faire ce qu'elle puisse réduire de manière remarquable. Je veux dire, cette crise doit faire l'objet, une crise économique, une crise politique, une crise structurelle et organisationnelle. Donc cela passe par la mise sur pied des stratégies monétaires. Et je dis, je précise de manière péremptoire que lorsque le débat sur la monnaie sera un débat qu'on va gérer de manière légère, on ne pourra pas trouver des solutions idoines pour garantir l'économie de l'Afrique en général. Et c'est un pays qui sont exposés à des guerres comme la Centrafrique. Dans mon humble avis, l'Union africaine, à travers le président Paul Kagame, qui n'est pas un enfant de cœur, à travers la libre-échange dont il a essayé de prendre des mesures, il faut qu'il puisse s'attaquer à la problématique monétaire pour que les peuples africains puissent être capables d'être compétitifs sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan géostratégique. D'accord, bien compris. Monsieur, monsieur, on va passer rapidement à autre chose. Et donc, avec les dépêches de Brazzaville qui étaient naturellement en kiosque cette semaine, on a d'ailleurs trouvé assez d'intérêt à cette autre information que relaie d'ailleurs le journal et qui nous fait savoir tout simplement, concernant naturellement les technologies de l'information et de la communication, que le numérique est donc finalement le levier de la croissance économique dans un pays qu'on appelle le Congo. Une information que vous partagez, vous, Franklin Momo, est-ce qu'aujourd'hui, vu le contexte africain, il est question, on peut avouer et consolider aujourd'hui qu'il était ici constitué naturellement le levier pour la croissance économique du continent africain? Mais bien sûr, la croissance est l'expression d'une dynamique qui met en exergue la production, la consommation des richesses reparties dans une stratégie de diversification. La croissance est également l'expression de la bonne gouvernance. La croissance est l'expression de la méritocratie également. La croissance est l'expression de l'autogestion, de l'auto-emploi et de tout ce qui permet à ce que nous puissions mettre sur pied des dispositions pour améliorer le produit intérieur brut. La croissance n'est pas l'expression qui illustre la dimension de la prééminence extérieure. On va beau dire économie, mais l'économie ne se parle pas, elle se vit de manière objective sur le terrain à travers les indicateurs macro et micro, à savoir le système de transport, le système éducatif, tout ce qui participe au bien-être de la population. L'économie également, c'est tout ce qui participe à la bonne gouvernance sur la base de la numérisation. J'ai essayé de titrer sur l'éditorial du magazine AfriBusiness qui est déjà sur le terrain. Sans la numérisation, il serait impensable de pouvoir garantir la cohérence du management africain. Je prends l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, on va vous dire que c'est un pays qui n'a pas assez de matières premières. Non, c'est que ce débat soit tabou. Le plus important pour un pays, c'est pas d'avoir beaucoup de pétrole. On a vu des pays qui ont beaucoup de pétrole, mais qui ont une mauvaise gouvernance. C'est de mettre sur pied le principe de management qui permet de garantir cette traçabilité opérationnelle pour que l'économie soit une économie qui est garantie par une sécurisation des recettes. Au Rwanda, tout est numérisé. Il n'y a pas un système de caisse où l'argent entre s'asseoir, où on signe à gauche, à droite. Il faut que tous les pays africains puissent adopter le système de sécurisation du management du fonctionnement économique. Le Rwanda est un exemple patent. Je prends un exemple pour illustrer la compréhension de mon analyse auprès des téléspectateurs à qui j'ai beaucoup de respect. Vous savez, AfriMedia, c'est la chaîne africaine la plus regardée au monde entier. Je suis allé à Singapour, si vous allez les pays de l'Asie du Sud-Est, dans les années 90, je le dis, je le redis de manière péremptoire. À Singapour, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de bois, il n'y a rien. Leur matière première réside sur le noailles. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que dans chaque famille, on puisse avoir un ingénieur. C'est le centre par excellence en Asie où on retrouve les ingénieurs. Quand vous quittez de la Chine, pour chercher les ingénieurs, c'est en Singapour. Les Coréens le font. Donc, chaque pays peut se développer à partir d'un système qui corrobore à l'intérêt général. Pour le cas du Rwanda, le président Kagame s'est levé matin, il a dit ok, il faut mettre un terme à tout ce qui empêche le pays de se développer, il faut tout numériser. Aujourd'hui, on voit le résultat. Donc je pense que l'expérience du Rwanda
interpelle tous les Africains à comprendre que tout est possible de pouvoir être un continent fort sur la base du système numérique. D'accord. On va aller du côté de la République démocratique du Congo. On aura tout à l'heure, lorsqu'on va aborder la question autour naturellement de ces élections présidentielles, à notre ami Amour Imani qui nous attend donc, du côté de la République démocratique du Congo. Mais avant d'aller au téléphone pour l'avoir, on va s'attarder sur cette autre une avec vous, donc, Monsieur Franklin Momo. C'est avec donc la une du quotidien La Prospérité qui nous envoie justement pour comprendre cette autre actualité autour de cet homme qui est naturellement à l'écran là. Vous voyez, M. Étienne Tshisekedi, eh bien, le gens nous annoncent désormais qu'on est en train d'aller vers un retour apaisé. C'est en tout cas ce que nous relève le journal relatif aux hommages dignes donc, qui sont réservés à l'ancien leader donc, de l'UDPS. Finalement, il faut le dire, Franck, au moment où le compromis a été trouvé, la trêve politique décrétée, le rapatriement confirmé à Kinshasa, même si la date est encore officiellement non fixée, il demeure néanmoins important de relever que la famille politique et même la famille biologique de M. Étienne Tshisekedi semble avoir trouvé désormais un compromis pour que la dépouille de M. Étienne Tshisekedi puisse revenir du côté de Kinshasa afin que ce héros, en tout cas héros de la scène politique congolaise, puisse avoir des hommages assez mérités. Vous savez, l'Afrique souffre d'un dysfonctionnement compréhensionnel de son existence sociale et voire même humaine. Comment comprendre que l'être humain en Afrique doit être réduit à sa portion congrue lorsqu'on sait que cet être humain ne peut que participer à pouvoir construire son pays? Pourquoi est-ce que l'opposition en Afrique doit être comme... je veux dire, être mal vu par nos dirigeants? Non, je pense qu'il faut que cela cesse. Lorsqu'on parle de l'opposition, c'est une contribution contradictoire qui permet à ce que le juste milieu soit établi pour l'intérêt du peuple. Pourquoi autant de querelles autour d'une dépouille? Pourquoi autant de remous? Tout ça n'honore pas l'Afrique. Dans d'autres continents, on ne parle pas trop de cette histoire de dépouille. Ou bien, vous savez, tout ce qui anime la scène politique congolaise, tout cela favorise, je veux dire... la détermination du président à pouvoir tout mettre en œuvre pour pouvoir garantir sa réélection. Donc je pense, à mon humble avis, que si déjà un compromis a été établi pour que le corps de Tshisekedi puisse retourner au pays, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Mais le message de fond, c'est quoi? Pourquoi est-ce que nos opposants meurent à l'extérieur? Pourquoi est-ce que le problème de dépôt de nos opposants pose ce problème? Pourquoi est-ce que le leadership africain pense que lorsqu'on opposant... au Cameroun que la dépouille de l'ancien président, M. Amadou Ahidjo, est toujours bloquée du côté du Sénégal et cela ne fait quasiment pas débat du côté du Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir que nous puissions comprendre naturellement que qu'on soit de l'opposition, qu'on soit au pouvoir, tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'être humain, quoi qu'on dise, a son rôle à jouer pour faire avancer la société. Si déjà nos leaders comprennent qu'ils peuvent travailler avec l'opposition, ça va partir à l'avancement des choses. Mais dans ce contexte, on fait tout pour que l'opposition soit marginalisée, on fait tout pour que le leadership soit l'élément de garantie pour la durée. Mais à mon humble avis, un bon leadership s'appuie sur le contradictoire. À partir des éléments qui permettent que vous puissiez améliorer votre façon de gouverner, ça vous rend plus fort. Donc nos leaders doivent savoir qu'aujourd'hui, pour faire l'unanimité, le plus important, ce n'est pas de distancier les opposants de ce que vous faites, c'est de les amener à pouvoir corroborer pour établir le juste milieu. Ainsi, le peuple africain sera satisfait. Mais lorsqu'il y a tous ces dysfonctionnements sur le plan géostratégique qui voudraient qu'on puisse distancier nos leaders du pouvoir, nos opposants du pouvoir, cela met en cause l'image de notre pays sur le plan international. Regardez un peu, allez en France, allez au Canada, allez aux États-Unis, on ne parle pas trop des chefs d'État qui sont à l'étranger, bref, des dirigeants, bref, je m'excuse de l'opposition. Donc, à mon humble avis, la problématique relative aux dépouilles des leaders doit être une problématique qui n'honore pas l'Afrique et il faudrait que nous puissions comprendre que qu'on soit opposant ou qu'on soit au pouvoir, tout ce que nous faisons, c'est de contribuer pour l'avancement de la société nationale, pour l'intérêt du peuple africain. D'accord. On est donc en République démocratique du Congo. On me fait signe du côté du Standard que M. Christian Amourimani, journaliste donc de ce côté-là, est en ligne. Alors c'est avec vous, mon cher, on s'intéresse donc au journal Le Phare qui était aussi disponible en kiosque et en ligne cette semaine. Le journal parle naturellement de cette vote à l'électronique donc prévue par le gouvernement en place pour ces élections présidentielles prévues donc le 23 décembre prochain. Et bien, nous avons fait savoir qu'il y aurait visiblement des zones d'ombre, finalement trop de zones d'ombre donc, trop de zones d'ombre, la surprise finalement de la machine à voter. J'ai envie de vous poser la question, mon cher Amourimani, de quoi est-il finalement question? Est-ce que vous avez l'impression que l'opposition semble désormais être radicale
radicalisé et ne veut naturellement pas participer à ces élections présidentielles-là si jamais les machines à voter semblent être la seule issue pour permettre naturellement la tenue de ces élections-là. La parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir Fabrice, bonsoir à vous nombreux téléspectateurs. Alors, au sujet de votre question, il faut tout d'abord vous dire que le président de la Commission électorale nationale indépendante CNI de la République démocratique du Congo, M. Corneille Nangaa, déclare toujours que sans la machine à voter, il n'y aura pas des élections le 23 décembre 2018 comme prévu par les calendriers électoraux. Et cette déclaration suscite toujours de vives réactions de la part de l'opposition, voire même la société civile qui dénonce une volonté de tricher. Et là, je me rappelle bien dans la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, à la fin de son assemblée générale ici dernièrement, les prélats se sont dit perplexes projet de la machine à voter lancée par la CENI et qui ne fait pas du tout l'unanimité dans la classe politique et ne rassure pas toujours la population. Et là, le numéro 1 de la CENI lui soutient toujours l'option d'utiliser la machine à voter dans le but de respecter la date du 23 décembre 2018 prévue pour les élections présidentielles, législatives et locales couplées. Et aujourd'hui, il faut dire que vouloir imposer la machine à voter avec tout ce qu'il y a comme argumentation liée à cela constitue une stratégie destinée à amener à nouveau les différents acteurs concernés sur une table de négociation en vue de tirer les choses en longueur tout en sachant que ça ne passera pas. La machine à voter viole toujours la Constitution qui interdit le vote électronique. En tout cas, merci à vous. Tout est donc dit dans cette intervention de M. Amour et Imani. Alors, la position de l'opposition de la République démocratique du Congo vous semble-t-elle une position assez légitime, vous, aujourd'hui? Oui, je pense que c'est une position assez légitime parce qu'on sait le contexte congolais, comment ça fonctionne, avec le président Denis Kabila qui ne veut pas vraiment laisser le pouvoir, qui a mis toutes les stratégies pour pouvoir juguler toutes les revendications dans le sens de pouvoir garantir l'intérêt du bien neutre. Vous savez, j'ai toujours l'impression que nos dirigeants parfois se comportent comme si le pays les appartenait. Le pays n'appartient à personne. Lorsque j'étais, je veux dire, au secondaire, j'ai appris à l'école que l'État, c'est l'ensemble des territoires où tous les peuples sont sur les mêmes institutions, qui demandent des références existentielles et qui garantit le contrôle pour l'harmonie de l'équilibre social. Comment comprendre que nos dirigeants, beaucoup plus, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils ont toujours du mal à pouvoir comprendre qu'ils sont, avant d'être d'abord chef d'État, on est d'abord citoyen. Donc, à mon humble avis, le problème de fond, c'est comment faire pour garantir la longévité au pouvoir. Les dysfonctionnements que traverse ce pays démontrent à suffisance que l'Afrique a un problème de management, l'Afrique a un problème de leadership, l'Afrique a un problème de concentration des énergies pour garantir la prospective économique. Vous savez, les experts en économie disent que dans un système où la politique n'arrive pas à jouer le jeu, capable de pouvoir garantir le bien-être de la population, dans un système où la politique a perdu son rôle d'implémentation de cette même perspective, ça empêche un véritable déploiement. Un pays qui est dans une situation d'impasse politique ne peut pas rassurer les investisseurs. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous disons à nos dirigeants, ce mécanisme désinvolte n'avance pas le continent africain. La prospective économique garantit une dynamique qui voudrait que la politique puisse être tributaire de cette perspective. Lorsqu'il y a une politique qui est distorsionnée, qui est gérée par la corruption, qui est gérée par une mauvaise planification et une mauvaise répartition des flux de la richesse, cela demande naturellement que ce pays serait dans une imposture. Et cela se passe dans ce pays que nous voyons. Tout ce mot que traverse ce pays démontre à suffisance la volonté de Kabila à pouvoir mettre l'homme au pouvoir. Mais je pense que, à mon humble avis, si M. Kabila aime son pays, s'il aime l'Afrique, s'il se respecte lui-même, il va falloir qu'il garantisse une visibilité pour que la tenance soit une tenance démocratique où tout le monde va contribuer et que le résultat soit un résultat connu de tous sur la base d'un système qui garantit la numérisation, je veux dire, au niveau des élections présidentielles.
Eh bien, il faut dire tout simplement que le président de la CENI, M. Nanga, a donc dit à qui veut l'entendre que bien, le vote à l'électronique semble être l'unique moyen pour permettre donc d'avoir une élection assez libre, transparente et même équitable dans ce pays qu'on appelle donc la République démocratique du Congo. En tout cas, l'intégrité de l'information est donc à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Phare. On va quitter définitivement la République démocratique du Congo pour aller du côté du Cameroun. Avec donc ce pays-là, on va s'intéresser à cette grande actualité qui a d'ailleurs défrayé la chronique tout au long de cette semaine. Et bien, vous voyez d'ailleurs à la une donc, du quotidien à Capitaux Public Cameroun et Tribune qui était naturellement en kiosque cette semaine et même en ligne aussi. Agent fictif donc de l'État, titre le journal. Le ministre des Finances lance quasiment la traque, nous dit donc le journal qui nous fait désormais, qui nous a relayé d'ailleurs cette grande information. Mais l'autre journal qui est revenu autour de cette grande question, c'est donc Émergence qui est aussi disponible tout au long de cette semaine et parle donc du fichier solde de l'État. Motazé peut-il réussir son opération d'assainissement? C'était là la grande interrogation retenue pour cette semaine par le journal donc Émergence. Expression économique naturellement est revenue sur cette grande question. Nous faisait donc savoir que concernant naturellement le fichier solde, traque ouverte des fonctionnaires fictifs. Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, annonce donc un comptage physique allant quasiment d'avril à juin 2018. Eh bien, nous révélait donc le journal en kiosque cette semaine. Le messager du directeur de publication, M. Gustave Alex Azebazé, est aussi revenu autour de cette question avec lui. D'ailleurs, on l'aura certainement en ligne tout à l'heure. Eh bien, fichier solde de l'État, sale temps pour les fonctionnaires fictifs, a donc annoncé cette semaine au quotidien Le Messager, qui nous fait savoir qu'une opération de comptage physique du personnel lancée donc ce mois d'avril pour par le gouvernement. Objectif donc capturer le fichier solde de l'État de tous les agents publics y émergeant de façon irrégulière. Et bien toute question désormais autour donc d'une énième initiative qui semblerait-il n'a pas encore porté ses fruits. Eh bien on verra donc cela au téléphone tout à l'heure s'il est avec nous. Wilfried Tchabda, est-ce que non, il n'est pas encore avec nous. On va donc tout faire pour l'avoir. Alors finalement, cette énième tentative du gouvernement de vouloir naturellement connaître qui, au nom de qui, émarge d'ailleurs dans le dos du gouvernement camerounais. Est-ce que vous avez finalement l'impression que cette autre campagne lancée par M. Louis-Paul Motazé va porter ses fruits, cette campagne d'assainissement des fichiers soldes du gouvernement camerounais? Et vous savez, connaissant Louis-Paul Motazé depuis quand il était directeur général de la CNPS, par rapport à toutes les réformes que ce monsieur a fait à CNPS, tout le monde a vu le résultat. Donc, il a été nommé. Après ça, quand on regarde son parcours, on se rend compte que c'est, malgré tout ce qu'on dit, c'est un véritable technocrate avec une expertise assez avérée. Et je pense que naturellement, il va faire son va-tout pour l'instant au ministère des Finances. Parce que si lui, pour Motazé, rate son passé au ministère des Finances, je pense que ça serait une dégringolade pour lui, parce qu'en tant que journaliste, je me dois l'obligation d'écrire la lanterne, encourager nos leaders pour qu'ils puissent savoir que nous sommes là comme des gardiens de l'information, pour les faire passer, qu'ils puissent faire avancer les choses. Donc, au niveau du ministère des Finances, vous savez, en économie, la croissance est l'accident de l'actif sur le passif. Pour gérer un système assez... vous permettez, on va d'abord aller prendre Alex Gustave Azebazé au téléphone et après on va revenir à vous. Alors, Alex, bonsoir, vous êtes encore en direct sur Afrique Média Télévision. Merci pour la confiance renouvelée. On s'intéresse cette fois-ci à cette actualité qui a défrayé quasiment la chronique tout au long de cette semaine du côté du Cameroun. Eh bien, le gouvernement qui veut désormais savoir qui émarge dans ses comptes. Est-ce que vous avez finalement l'impression que cette autre action menée par le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazé, qui est récemment arrivé à ce poste-là, vous avez finalement l'impression que cette fois-ci, c'est finalement la bonne occasion, Albert? Alex Gustave, autant pour moi. Nous ne présumons rien, mais nous souhaitons que ce soit enfin la bonne, parce que on ne peut pas, le Cameroun, en tout cas du point de vue du messager, ne peut plus continuer à se permettre à tolérer le faux, les doubles salaires, les salaires fictifs, et des paiements sur des ressources publiques qui s'amenuisent de plus en plus, des fonds à des personnes décédées depuis des années ou à des personnes qui auraient quitté la fonction publique depuis des années, mais qui continuent par des mécanismes de tricherie, avec des complicités bien entendu très fortes à l'intérieur de l'appareil administratif chargé de la gestion
des fichiers soldes et même du listing du fichier du personnel de l'État. Quelles que soient les raisons pour lesquelles cette initiative-là est prise en ce moment-ci, et nous l'avons suffisamment expliqué dans notre édition de mercredi, où j'ai consacré d'ailleurs un éditorial pour situer ce contexte-là, nous avons décidé aux messagers de suivre de très près cette opération. Pour nous, ne doit pas simplement être une campagne, elle doit être cette fois-ci suivie des résultats. Alors, Alex, vous allez rester au téléphone avec nous. Il y a naturellement une autre presse camerounaise, autant pour moi, qui est revenue autour de cette question. Et cette presse nous faisait désormais savoir que les réseaux mafieux se sont désormais rangés en ordre de bataille pour naturellement s'opposer à cette volonté de M. Lupaul Motazé. Personnellement, je sais que ça ne peut pas être une opération facile, vu l'étendue de la pieuvre. Vous savez, une pieuvre a pour caractéristique de se reproduire. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun ne peut pas s'autoriser, ne peut pas continuer à s'autoriser ce genre de pratique. Évidemment, l'une des choses que les Camerounais sont en droit de demander au gouvernement, pas seulement à M. Motazé, mais à l'ensemble du gouvernement, notamment l'État au plus haut niveau, mais c'est d'expliquer comment il est pratiquement impossible pour l'État du Cameroun de moderniser le processus de gestion du personnel de l'État. Parce que si on en vient à demander que des gens viennent se faire compter physiquement, que des personnels de l'État viennent se faire compter physiquement devant les guichets de banque ou du trésor où perçoivent leur salaire, il y a quand même un problème. La moindre des choses pour un État, par les temps de numérisation de l'information ou de digitalisation de l'information, aurait été que depuis tout ce temps où on nous parle des projets de mise en place de logiciels ou de logiciels de gestion de la solde, que cette histoire-là ait été réglée. Donc, la question de fond qu'il faut se poser aujourd'hui est de savoir est-ce qu'il y a une véritable volonté politique de mettre fin à ce système qui nourrit des réseaux qui sont connus dans ce pays. Parce que, voyez-vous, aucune personne ayant abandonné le service pour s'installer à l'étranger, comme nous entendons très régulièrement dire, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe ou même dans des pays africains, mais ayant matriculé dans la fonction publique camerounaise, ne peut percevoir son salaire sans des complicités internes au service public chargé à la fois de l'établissement des certificats de travail ou ce qu'on appelle les certificats de service, et ceux qui sont chargés d'assurer le règlement des salaires mensuels. Les salaires au Cameroun ne se payent pas trimestriellement ou semestriellement, ils se payent chaque mois. Or, comment fait-on pour payer à des gens et des chiffres qui nous parviennent sont effrayants? On nous rapporte que, sans que cela n'ait été établi, en tout cas on attend la fin du mois de juin, pour avoir le fin mot, qu'environ 21 000 employés sur les 322 000 que compte la fonction publique camerounaise aujourd'hui ne sont pas identifiables individuellement ici ou là ou dans tel ou tel poste au sein de l'administration publique camerounaise. C'est quelque chose d'extrêmement grave qu'il va falloir non seulement régler, mais sanctionner très fortement les responsables des services qui sont en charge de la gestion quotidienne du fichier solde de l'État. Est-ce que ce que le confrère que vous citez, qui parle des réseaux mafieux qui tenteraient de bloquer ce qu'on appelle l'initiative du ministre Motazé, mais j'ai pu comprendre aujourd'hui que M. Motazé met en œuvre une initiative du gouvernement et en tant que ministre des Finances en charge, de l'équilibre budgétaire de l'État, il est en première ligne, mais c'est l'ensemble du gouvernement, dont le Premier ministre et le chef de l'État qui ont entrepris cette initiative. Donc il faut rappeler qu'elle rentre dans les engagements que l'État du Cameroun a pris dans le cadre de la lettre d'intention qu'ils ont signée
en juin 2000, non, en mars 2017 pour avoir accès à un certain nombre d'appuis budgétaires, du Fonds monétaire international et d'un certain nombre de bailleurs de fonds affiliés à ces institutions-là pour assurer l'équilibre budgétaire de l'État du Cameroun. Ces bailleurs de fonds-là estiment qu'on ne peut pas continuer raisonnablement à appuyer l'État du Cameroun pour le financement de sa masse salariale qui est largement constituée des salaires, des salaires fictifs, et donc qui alourdissent la dépense publique, là où on appelle à la réduction des dépenses publiques, et c'est une poche importante qu'il va falloir maîtriser. Évidemment, il y a d'autres poches de dépenses qu'il va falloir maîtriser. Je me souviens que le Premier ministre et même le chef de l'État du discours a souvent dit qu'il faut réduire les dépenses publiques, mais il y a des dépenses somptueuses dans ce pays. Il y a des dépenses somptueuses dans ce pays appelé le Cameroun qui n'ont pas lieu d'être. On continue dans ce pays à évacuer des personnes qui ont travaillé ou bien qui ont été à des responsabilités extrêmement importantes et qui devraient avoir leurs propres assurances à les évacuer à l'étranger à des coûts énormes. Ce n'est pas normal dans un pays où il n'y a pas d'assurance maladie pour les plus pauvres. Ce n'est pas normal dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel garanti est situé à 36 000 francs. Il n'est pas bon que l'État du Cameroun continue à être cet État qui prend en charge les coûts pour les privilégiés qui ont des responsabilités au sein de l'État. C'est-à-dire dans la masse de 322 000, dont 21 000 fictifs, il y a un pourcentage d'environ 0,5% dont les frais et tout type de frais sont pris en charge, même quand ils ne sont plus en responsabilité. Ce n'est pas normal. D'accord. Alex, on va peut-être sortir avec autour de cette question et de savoir comment a-t-on fait pour en arriver là. Vous avez dit tout à l'heure, c'est près de 21 000 fonctionnaires fictifs qui émargent aujourd'hui à la sortie du gouvernement camerounais. On parle de près de 1920 milliards de francs CFA qui auraient été détournés par ces derniers depuis quasiment un bon nombre d'années. Comment a-t-on fait pour en arriver là? Pourquoi finalement on a plus ou moins l'impression que c'est aujourd'hui qu'on veut mener une lutte assez acharnée contre ces agents fictifs? Pourtant, on le sait très bien qu'ils existent depuis pas mal d'années. Le messager n'a pas mené une étude circonstancielle parce que vous vous doutez bien que pour accéder aux données budgétaires, même si souvent ils sont présentés à l'Assemblée nationale, il y a un travail de fact-checking que nous sommes en train de faire et donc nous espérons que d'ici la fin de cette opération, nous allons quand même le faire mot. Mais il va de soi qu'il y a un laxisme énorme qui s'est installé. Voyez-vous, le Cameroun a entre 1986, j'allais dire 1991, 92, après l'élection présidentielle la première élection présidentielle pluraliste, a mis en place ce qu'on appelait un programme d'ajustement structurel qui a fait couler de larmes énormément dans la plupart des foyers de ce pays. Je vais dire les gars ici. Mais nous sommes surpris que dès 2006, lorsque le Cameroun a atteint ce qu'on appelait le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, que les dépenses publiques aient connu l'inflation dont l'aspect, comment j'allais dire, charge salariale de l'État n'est qu'un pendant. Et que ces dépenses aient été faites de manière incontrôlée et parfois dans un tel laxisme qu'on se demande en fait comment un tel gouvernement, le même gouvernement, parce que si c'est un gouvernement qui avait changé, on aurait compris. Vous vous rappelez très bien que c'est le président Biya qui était en fonction en 1993 quand on procédait à la réduction des salaires des fonctionnaires, sans réduire la masse, la masse des personnels de l'État. C'est l'option que le gouvernement avait choisie. Mais lorsque on a eu ce qu'on appelait un peu plus de masse de manœuvre budgétaire après l'atteinte du point d'achèvement, le point d'achèvement a été marqué par l'effacement d'un stock important de la dette de l'État du Cameroun vis-à-vis d'un certain nombre de bailleurs de fonds, notamment ceux réunis au sein du Club de Paris et en tout cas des bailleurs de fonds publics, notamment dans le cadre
dans le cadre de ce qu'on appelait l'initiative de réduction de la dette de l'État du Cameroun. Mais que cela ait été fait comme un moyen de faire respirer l'État du Cameroun pour qu'il mette mieux en œuvre un certain nombre d'engagements pris dans le cadre du programme d'ajustement structurel. On est étonné de se rendre compte que 10 ans après, c'est-à-dire de 2006 à 2016, la masse salariale de la fonction publique soit passée d'environ 335 milliards à pratiquement 900 milliards en 2017. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne peut pas s'expliquer par le fait qu'on nous dise que le personnel de l'État a connu une croissance aussi importante à cette époque. Rappelons-nous toujours que même si le personnel de l'État, on a recruté les 25 000, il n'était quand même pas payé à plusieurs centaines de milliers de francs CFA. La plupart d'entre eux, les plus chers payés étaient payés, je crois, à 125 000 francs quand ils étaient du niveau supérieur ou des qualifications supérieures de l'enseignement. Donc, il y a manifestement des réseaux qui fonctionnent depuis tout ce temps des ressources publiques au travers des immatriculations fictives sur le fichier solde de l'État. Et c'est ce système qu'il faut démanteler. Parce que si c'est que le gouvernement fait à travers le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances et son collègue de la fonction publique, parce que c'est les deux qui sont chargés de mettre en œuvre cette opération dite comptage du personnel, comptage physique du personnel de l'État. Si ces deux ministres-là qui sont en charge de mettre en œuvre cela ne s'associent pas la justice ou le contrôle supérieur de l'État sur la gestion, comment je vais dire, du fichier de l'État, pour que soit puni, même si ça a été fait sur le ministre précédent, ou en tout cas sur le directeur de la solde, le directeur du budget, le directeur et autres. Il faut que tous ces gens-là le payent pour qu'on sente qu'il y a une volonté politique déterminée de mettre, parce qu'il s'agit d'un détournement pur et simple des ressources publiques. Il n'est pas normal que quelqu'un travaille dans une structure, qu'elle soit privée ou publique, touche des salaires pour le travail qu'il ne fait pas, touche, ou même quand il est absent, même quand il est décédé, au lieu qu'on lui paye comment je vais dire, ce que la réglementation prévoit en matière de pension, pension décès ou pension retraite, mais qu'on continue à payer à des retraités ou à des personnes décédées l'intégralité de leur salaire avec les reclassements qui suivent. Vous pensez que les gens qui payent, qui entretiennent ce système n'y ont pas un intérêt personnel? Mais bon sang, ils ont un intérêt personnel. Et ces personnes-là, on peut tracer pour savoir qui, entre la dernière opération qui a daté, je crois, de 2006 ou 2005 et aujourd'hui 2018, qui était aux responsabilités en charge de la gestion de la solde ou de la gestion du fichier du personnel de l'État dans les deux ministères importants, le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances. Bon, il y a d'autres ministères qu'il va falloir regarder de très près. Le ministère comme le ministère de la Défense, le ministère et la délégation générale de la sécurité nationale. C'est des administrations où les informations qui nous parviennent indiquent qu'il y a énormément de fraude aux ressources publiques. Mais on ne peut pas continuer à regarder, à se croiser les bras au moment où, je le répète, l'État du Cameroun, notre État, c'est-à-dire c'est les ressources de tous les Camerounais, ce n'est pas les ressources du président Biya et de ses ministres, c'est les ressources de tous les Camerounais. L'État du Cameroun est en extrême difficulté au plan financier, au plan budgétaire, en raison d'un ensemble de ce qui a été officiellement dit. C'est-à-dire que les prix du pétrole sur le marché international ont connu entre 2014 et 2016, ils sont en train de remonter, mais ça ne permet pas encore de couvrir le gap, le solde négatif qu'on a connu sur ces trois dernières années. Et de façon responsable, il ne faut pas que cette affaire se termine comme les autres sont terminées par le passé.
sur cette autre édition pour nous apporter vos éclairs dans le cas de cette autre question. C'était donc Alex Gustave pour le journal, le quotidien, le Messager qui paraît donc depuis le Cameroun. Alors on va sortir définitivement de cette question avec vous, Franklin Momo, votre part d'analyse autour de cette question de volonté de l'État de vouloir quasiment assainir son fichier solde du côté du Cameroun. Oui, je m'inscris dans la même logique que mon grand frère, le très cher confrère Alain Gustave Zébazé, quand il parle d'un système qui favorise toute cette déchéance. À mon humble avis, c'est l'État qui implémente la vision de management basée sur les principes de bonne gouvernance, les principes d'efficacité et de méritocratie. Et lorsqu'on regarde les indicateurs de perception de l'économie de manière générale, cela s'appuie sur la bonne gouvernance. Lorsqu'un pays fonctionne dans un système où les improvisations sont le quotidien, lorsqu'un pays fonctionne dans un système où l'amateurisme est la règle d'or, où les gens qui sont décédés continuent à avoir des salaires, où les gens ont le double salaire, où la corruption a atteint un niveau incommensurable, comment garantir l'accumulation des capitaux dont je parlais? Le Cameroun a fait recours au FMI. Cela suppose quoi? Cela suppose une prééminence extérieure qui nous oblige à pouvoir réduire le coût de vie de l'État. C'est ça les questions. Comment comprendre que dans nos ministères aujourd'hui, c'est plus de 70% des fonds qui sont liés au fonctionnement, alors qu'il faut garantir la prospective? Comment comprendre que nos fonctionnaires aujourd'hui, qui ont des salaires assez surprenants, se retrouvent à être plus futés que les hommes d'affaires? Comment comprendre que tous ces administrateurs aujourd'hui dictent les lois dans nos rues? Comment comprendre aujourd'hui que tous les citoyens camerounais, la plupart, sont victimes de tous ces maux? Et cela se répercute en termes de PIB. Ça se répercute sur le fait que tout le monde, la majorité des jeunes n'ont pas de travail, ils sont sur les persécutions, il faut le dire de manière péremptoire. Donc il faut qu'on soit un peu sérieux, que l'État du Cameroun puisse comprendre que le pays, Singapour n'a pas de pétrole, n'a pas de bois, ils n'ont rien, mais ils ont un système digital, un système de management basé sur la maîtrise des coûts de fonctionnement. Ils ont un système basé sur la prospective. Que va devenir notre pays dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans? Ici, il n'y a pas la prospective. C'est les improvisations annuelles ça part dans tous les sens. Quand on est un peu sérieux, il faut réduire les coûts, il faut faire ce que les principes de bonne gouvernance permettent de garantir l'accumulation des capitaux. Vous savez, en économie, lorsque la mauvaise gouvernance est au centre du système de fonctionnement, il est impensable ou bien c'est difficile d'établir la prospective. La prospective, c'est une science qui définit la dynamique qu'un pays souhaite à court, moyen et long terme. Mais quand on regarde comment fonctionnent nos pays, il n'y a pas que le Cameroun, c'est le même mot. La corruption influence à 30% le produit intérieur brut. C'est ça donne les questions. Dans mon humble avis, il faut des réformes, des profondes amplitudes pour que le système de management de tous nos ministères soit assaini pour garantir ce qu'on appelle le principe de bonne gouvernance qui permet de garantir la prospective. D'accord, c'est bien compris. On va donc prendre cette autre... Allez, être totalement complet autour de cette question. C'était le quotidien le jour qui parlait donc du fichier solde. Les fonctionnaires fictifs font désormais de la résistance donc à Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, qui a lancé dans cette opération de comptage physique des agents de l'État. Eh bien, Infomaton nous permet également de comprendre un peu plus clair dans ce dossier-là, lutte donc contre les agents publics fictifs. La mafia déclare finalement la guerre à M. Louis-Paul Motazé. C'est ce que relaie donc Infomaton dans sa livraison donc, du mardi 17 avril 2018. Eh bien, parlant naturellement du Sénat au Cameroun avec donc Cameroun Hebdo, eh bien, Sénat donc, trois prétendants, un président en tout cas, les têtes bien présentées nous permet naturellement de comprendre qui va donc désormais prendre la tête de cette chambre haute du côté donc, du Cameroun. Là est toute la question. Mais le mensuel Diapason, l'hebdomadaire, autant pour moi, pratique de l'emploi et même de l'économie et des finances, était donc aussi en kiosque cette semaine. Dette intérieure donc, des accords sur les chiffres entre le ministère des Finances, le patronat et la caisse autonome d'amortissement. Les montants évoqués ne sont quasiment pas concordants, tel qu'on le révèle le journal. La banque des PME est tout aussi paralysée. Louis-Paul Motazé attendu sur le front de la relance économique du côté du Cameroun. Eh bien, le responsable, puisqu'il est avec nous donc de ce journal, directeur de publication, François Mbouké. François, on veut davantage comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit finalement autour de ces désaccords, autour naturellement de cette dette intérieure du Cameroun. De quoi est-il finalement question dans ce dossier tel que vous l'avez traité cette semaine dans votre journal? Bonsoir. Bonsoir Afrique Média, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Et effectivement, que
nous voulions parler de cette affaire du Cameroun, dont la dette intérieure est devenue terrestre, plus qu'un secret de polichinelle. Aujourd'hui, nous sommes rendus à une situation où les acteurs ne s'accordent plus, tous les acteurs d'économie, pour le ministère des Finances. Le montant serait un peu plus élevé. Pour la caisse d'autonomie d'enregistrement, nous avons notre montant, et pour le patronat, et nous avons un montant aussi important qui n'est pas évalué par le premier. Donc, cela nous a poussé à faire des enquêtes et essayer de voir dans cette problématique de la dette intérieure qui tue l'économie camerounaise. Parce que, figurez-vous, lorsque l'État commande des prestations et qu'elles viennent à les payer 2, 3, 4 ans après, ces paiements ne profitent plus aux prestataires. Au contraire, il y en a qui se retrouvent en prison parce qu'ils avaient contracté des dettes, ils avaient fait des hypothèques, ils avaient essayé de s'approcher des cantines ou alors de certaines coopératives ou de banques pour financer leur investissement. Mais lorsque l'investissement au Cameroun contracté au travers d'une banque dépasse 3 mois, il n'est plus rentable. Alors cela fait que l'État venant à payer après 24 mois, après 12 mois, après le délai contractuel qui est de 60 jours pour le Cameroun et 90 jours pour la communauté, ça veut dire la CEMAC, il y a un problème sérieux. Par ailleurs, il est noté que dans les textes, lorsque le paiement n'a pas pu être exécuté dans les 60 jours, le prestataire devrait avoir des indemnités qui viendraient, par exemple, couvrir l'intérêt majoré dû au délai non respecté par le gouvernement, par les pouvoirs publics. Mais les autres États, notamment le Gabon et quelques autres, ils essayent de tenir cela en compte. Mais au Cameroun, une créance qui date de 10 ans, on paiera le même montant 10 ans après. Ce qui n'est pas important pour le prestataire et dans l'économie. Alors, je pense qu'il faut que le gouvernement essaye de prendre des mesures en tant que levier de l'économie pour essayer de respecter vraiment au mieux les délais de paiement et que l'économie puisse avoir des moyens de se nourrir, parce que l'argent pour l'économie, c'est comme le sang dans le corps humain. Si le gouvernement fait qu'il devienne rare, la crise va continuer de prendre de l'âge. Et n'oublions pas qu'en ce moment, nous traversons une zone de turbulence dans notre sous-région et les PME restent les leviers de l'économie. Il faut donc que les pouvoirs publics mettent un point d'honneur sur le financement des PME pour qu'elles essayent de prendre, de lever assez de fonds et donc de recruter du personnel et de financer donc un certain nombre de projets qui pourraient être, je pourrais dire, des projets plus importants, c'est-à-dire que des projets qui viendraient relever le niveau de vie des populations. Pour votre disponibilité dans le cadre de cette autre édition. Franck Moumou va naturellement sortir par cette question, car cette émission finalement parle purement de la dette publique, de la dette interne du Cameroun qui cause finalement problème et ces désaccords entre Minfi, le patronat et même le GICAM du côté du Cameroun. Votre part d'idée autour finalement de la question. Permettez-moi de féliciter le GICAM à travers son président Kotaramba et Alain Blaise Batongue, qui est un confrère, pour tout le combat qu'ils font pour que l'image du Cameroun ne soit pas salie à l'extérieur, pour que l'image des entrepreneurs soit beaucoup plus forte, en faisant ce que l'État puisse payer ses dettes.
Vous savez, en économie, on parle de la programmation, de la planification et de la budgétisation. Lorsque vous êtes dans une institution financière qui est une banque, qui fait du business financier à travers du fait qu'elle reçoit le fonds pour faire le placement, lorsque vous faites une programmation économique basée sur une production et que la banque doit vous financer, si déjà l'État, dans son mécanisme de lourdeur administrative, du fait que ces cadres sont dans une sorte je veux dire, d'amateurisme. Excusez-moi l'expression, je n'ai rien contre l'État, mais je ne peux que dire ce qui peut permettre à ce que la lanterne puisse être éclairée pour comprendre comment est-ce que il y a cette lacune qui empêche je veux dire, cette dette d'être beaucoup plus amorcée dans de bonnes conditions. L'État doit encourager les entrepreneurs à pouvoir mener à bien leurs activités. C'est l'État qui soutient l'économie par la vision qu'elle implémente. C'est l'État qui permet aux capitaines d'industrie de pouvoir faire face à la concurrence. C'est l'État qui permet à ces capitaines d'industrie qui se battent au quotidien à pouvoir améliorer l'existence de nos populations par le fait que ces capitaines d'industrie créent des emplois. Si déjà les capitaines d'industrie qui sont censés être l'intermédiaire entre l'État et la population à travers le business ne sont pas bien entretenus, il sera très difficile d'avoir un pays qui prospère, encore moins un pays dynamique à l'extérieur. Dans d'autres, si on ne parle pas de la dette, de manière extravagante. C'est des choses qu'il faut bannir du dictionnaire économique. La dette ne doit pas exister pour un État qui a les moyens. Quand on essaie de récapituler tout ce qui émane de la corruption, des détournements de fonds publics, comment comprendre que lorsqu'on paye une dette intérieure, c'est comme si c'était une supplication? Mais non, c'est des prestataires de l'État. L'État doit même le payer avant. À mon humble avis, s'il faut penser prospective, s'il faut penser émergence, s'il faut penser compétitivité, il faut qu'on soit un peu sérieux. L'économie, ce n'est pas la théorie, c'est pratique. Il faut qu'on soutienne nos acteurs économiques de manière prospective, qui puisse avoir les moyens pour faire face à la concurrence. Parce que ça va vite sur d'autres cieux. Comment comprendre que le continent africain, de manière générale, ne représente que moins de 10% sur le marché international? Comment comprendre que la fin de commerce entre elles à hauteur de moins de 16%? C'est parce qu'il y a des lourdeurs administratives, il y a la corruption, il y a le détournement, qui fait à ce que l'État n'arrive pas à honorer ce qu'il y a lieu de faire, à savoir payer la dette dans le délai pour que ces capitaines d'industrie puissent bosser pour garantir la prospective économique. C'est ça les questions. D'accord, merci. En tout cas, Franck Taboumo, on n'aura pas vu le temps passer, mais reste qu'à vous souhaiter, en tout cas, qu'à vous remercier pour votre disponibilité dans le cadre de cette autre édition qui sera faite d'ailleurs de 7 jours en kiosque. Je suis très content d'être invité régulièrement sur Afrimédia, preuve que ma modeste contribution permet d'avancer les choses. Et lorsque je regarde comment fonctionnent nos économies, comment fonctionne notre système, à travers Afrimédia, les choses commencent à changer, les choses commencent à bouger. Et je pense que, naturellement, tout sera mis en œuvre sous la coordination du président du directeur général pour que cette chaîne davantage continue à soutenir l'image de l'Afrique pour qu'elle puisse améliorer son existence sur le plan économique. Merci à vous de nous avoir suivis depuis votre domicile. Merci à tous nos correspondants qui nous ont réitéré leur amitié, mais surtout leur fidélité dans le cadre de cette autre édition. Stop et fin d'an de cette autre édition de 7 jours en kiosque. Retrouvez-nous dimanche pour une autre balade à travers les journaux africains. Bien, très bonne soirée en compagnie des programmes d'Afrique Média Télévision. Que Dieu vous bénisse.